que la rénovation énergétique, ça permet de faire des économies d'énergie, de faire des économies monétaires, et puis de créer de l'emploi aussi pour nos artisans, des emplois qui ne sont pas délocalisables et qui permettent de réussir la transition. On rejoint aussi Alicia Casteras pour le coup, notre journaliste. Bonjour Alicia. Bonjour François, bonjour Hugo, bonjour à tous. Et donc aux côtés, comme je le disais, il est avec nous en visio sur radiomontblanc.fr, Antoine Armand. Il est député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, Annecy-Aravis. Bonjour monsieur le député. Bonjour Radio Mont-Blanc. Bonjour Monsieur Armand. Alors peut-être que certains de nos auditeurs ne vous connaissent pas encore puisque vous avez été élu député lors des dernières législatives cet été en juin. Officiellement sur le papier, vous êtes natif de Paris, mais vous avez quand même un héritage haut-savoyard et notamment du côté de Cruseilles. Ah oui, absolument. Les Armands sont descendus un jour de Cruseilles jusqu'à Annecy où ils ont passé une grande partie de leur vie et moi-même je me suis réinstallé en Haute-Savoie il y a quelques années de Cruseilles puis à Annecy. On peut notamment peut-être dire 2 mots de votre héritage familial, notamment un certain Louis Armand, c'est ça, votre arrière-grand-père? Absolument, un compagnon de la Libération, ancien président de la SNCF qui a fait beaucoup pour le ferroviaire en France, on sait aujourd'hui à quel point c'est actuel, et puis aussi en Haute-Savoie, et puis un ancien président d'Euratom. Euratom, c'était cette agence civile européenne qui a permis de développer le nucléaire, c'est-à-dire notre indépendance énergétique et de l'énergie décarbonée. Alors Antoine Armand, un pied du côté de Paris et un pied aussi évidemment du côté de la Haute-Savoie. Dans une interview chez des confrères, vous avez dit dernièrement qu'il faut déparisianiser notre vision de la société. Vous qui êtes justement entre Paris et Annecy, vous sentez ce décalage ? Oui, c'est le rôle d'un député. C'était aussi l'impression que j'avais quand je travaillais au ministère de l'économie et que je rentrais à Cruseilles ou à Annecy en fin de semaine. Je me disais, à Paris, il y a beaucoup de gens avec beaucoup de bonnes intentions qui ne collent pas forcément à la réalité du terrain. Je prends juste 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui de la voiture. On est tous d'accord pour réussir la transition écologique, on est tous d'accord pour consommer moins et dégager moins d'émissions, mais il faut trouver une solution alternative à la hauteur. Pour les habitants d'Annecy qui se rendent à Genève, pour les habitants des Aravis qui vont dans le bassin annécien, et j'en passe. Et donc, ça passe par le véhicule électrique, ça passe par plus de transports en commun, et ça passe probablement par un certain nombre d'autres solutions, mais sûrement pas des interdictions pures et simples. Alors, cela fait 6 mois que vous êtes député de Haute-Savoie. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier petit bilan que l'on peut peut-être déjà faire ensemble ce matin ? Écoutez, c'était quelques mois très intenses, comme vous avez pu le suivre à l'Assemblée nationale. On a parfois siégé jour et nuit pour voter des lois sur le pouvoir d'achat ou pour voter des lois sur l'assurance chômage. Et puis, quand ces sessions dans l'hémicycle étaient finies, c'était l'occasion de revenir sur le terrain, d'aller à la rencontre des citoyens. Je crois que j'ai fait à peu près 200 manifestations en quelques mois, des permanences dans un certain nombre de communes, à la rencontre des élus, des conseils municipaux. Donc, c'était très intense et c'était surtout enrichissant sur un point, c'est que quand vous discutez avec les gens calmement, vous voyez qu'on peut trouver des points d'accord. On a aujourd'hui une assemblée qui est assez divisée, fracturée, mais en réalité, sur certains sujets, la transition écologique, le besoin de protéger le pouvoir d'achat, le besoin de retrouver du travail et de l'industrie, je pense qu'on peut tomber d'accord. Alors, vous parliez de l'Assemblée, justement, vous y êtes entre autres membre de la commission développement durable et aménagement du territoire. Vous aviez lancé sur notre secteur ici en Haute-Savoie début septembre une consultation citoyenne pour comprendre les freins à la rénovation énergétique. Au départ, c'était plutôt concentré sur votre zone du bassin annécien et finalement, ça s'est étalé progressivement comme ça sur toute la Haute-Savoie. Que s'est-il passé ? Oui, l'idée était très simple. L'idée était, on vient d'en parler, de dire comment est-ce qu'on arrive à avoir une vision locale et de terrain de cette politique qui est hyper importante, la rénovation énergétique. Parce que la rénovation énergétique, ça permet de faire des économies d'énergie, de faire des économies monétaires, et puis de créer de l'emploi aussi pour nos artisans, des emplois qui ne sont pas délocalisables et qui permettent de réussir la transition. Et donc, je voulais aussi tout simplement donner la parole aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités. Il y a à peu près 200 réponses que j'ai obtenues pour savoir quels étaient concrètement les freins ou les réussites du dispositif. Et vous avez eu finalement un peu plus de réponses, ou du moins plus rapidement que ce que vous aviez prévu. Il y a eu un engouement concernant vos questions et les réponses que vous avez reçues. Oui, parce que c'est un sujet qui nous touche tous, chacune et chacun d'entre nous. Quand je parle avec des élus locaux, bien sûr, ils ont des projets pour leurs communes, pour leurs écoles, pour leurs gymnases, mais tout simplement, nous, citoyens, on refait régulièrement
nos vitrages, nos portes, notre isolation. Et donc, c'est des questions très concrètes qui se posent. Est-ce que c'est assez simple aujourd'hui d'utiliser MaPrimeRénov', comme on dit? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus efficaces pour accompagner les gens qui veulent rénover leur logement? Donc, c'est des questions très concrètes et il me fallait tout simplement des réponses très concrètes de la part de gens qui le vivent au quotidien. Et bien justement, les réponses concrètes, c'est quoi? Qu'est-ce que vous retenez de cette enquête et quels sont les motifs qui ressortent le plus, les freins évoqués à cette rénovation énergétique? Écoutez, je commence par un point positif. Vous avez beaucoup des répondants, en particulier des citoyens, des particuliers, qui se félicitent de la prise en charge de MaPrimeRénov', et en particulier pour les ménages les plus modestes. Certains disent que ça peut aller jusqu'à 80% de la prise en charge des travaux. Donc il y a une vraie incitation, une vraie réussite de ce point de vue-là. Mais il y a aussi des points noirs, je les souligne, je les ai repris dans le rapport que j'ai rendu à l'Assemblée nationale, et je compte bien faire des avancées sur ces sujets dans les prochains mois. Quels sont ces points noirs? J'en citerai seulement deux. Le premier, c'est un accompagnement encore insuffisant. C'est-à-dire que quand vous rénovez votre logement, vous ne bénéficiez pas aujourd'hui toujours des bonnes informations, des bonnes indications. Si vous voulez faire des vraies économies d'énergie, il ne suffit pas de rénover son double vitrage ou son isolation. Il faut que le système soit pensé globalement avec son système de chauffage, son isolation, par exemple. Et puis, le deuxième point, c'est que les dispositifs, les procédures sont encore trop complexes. J'ai rencontré des citoyens dans les Aravis et dans le bassin annécien qui m'ont raconté avoir mis des mois pour envoyer tous les bons documents et avoir la réponse définitive qui pouvait toucher leur prime, qui n'était pas toujours de montant très important. Donc, je crois que sur ce point-là aussi, on a beaucoup de progrès à faire. Alors justement, les retours de cette consultation citoyenne que vous nous partagez un petit peu ce matin, à présent, vous en faites quoi? Ça va dans l'oreille de qui et ça va atterrir sur le bureau de qui surtout? Alors d'abord, ça a nourri mon rapport que j'ai rendu dans le cadre du projet de loi de finances sur la rénovation énergétique. J'ai eu l'occasion de le présenter devant l'ensemble de la Commission du développement durable. J'en ai parlé dans l'hémicycle à l'ensemble de mes collègues présents, et ça m'a permis de sensibiliser le gouvernement parce que, sans rentrer dans la technique, il y a un certain nombre de ces sujets qui ne sont pas d'ordre de la loi, mais d'ordre du règlement. Donc c'est au gouvernement directement de simplifier les procédures. Donc le gouvernement tendu, j'ai été reçu par les cabinets de la ministre de l'Énergie, de la ministre du Logement, et je compte bien mener ce combat jusqu'au bout pour m'assurer qu'on a des résultats sur les procédures, la simplification des procédures, et puis l'accompagnement. Et d'ailleurs, dès la rentrée en janvier, il y aura un système d'accompagnement beaucoup plus fort pour les ménages qui font des travaux de plus de 5 000 euros. Alors vous le disiez justement, le 26 octobre dernier, vous avez été désigné rapporteur au sein de la commission d'enquête sur la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Ça consiste en quoi ce rôle? C'est quoi un rapporteur? Écoutez, une commission, c'est une très bonne question. Une commission d'enquête, c'est très particulier. C'est quelque chose qui est une mini-assemblée nationale qui est réunie à la demande d'un groupe d'opposition pour enquêter avec des pouvoirs très larges. On va auditionner les ministres, les anciens premiers ministres, on va probablement même auditionner les anciens présidents de la République qui ont souhaité répondre à notre convocation pour répondre à une question en matière énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans? Pourquoi est-ce que nous avons perdu une partie de notre capacité de production nucléaire? Pourquoi on n'a pas développé plus vite les énergies renouvelables? Et c'est sûrement pas une question des 2 ou 3 dernières années, parce que c'est de la politique industrielle et ça remonte des années en avance. Le rôle du rapporteur, il est crucial puisque c'est celui qui va mener les débats, qui va choisir qui on auditionne, qui va poser les questions pendant les auditions et qui à la fin rendra ses travaux. Et ces travaux ensuite, ils feront l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale, ils seront présentés au gouvernement et ils ont pour but de nourrir les grandes lois de l'année prochaine, par exemple la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sera la loi qui définira notre trajectoire énergétique pour les prochaines années. Donc là, c'est ça, il va falloir retracer un petit peu les choix qui ont été pris par les prédécesseurs depuis les années 90 et savoir un petit peu tout ce qui a conduit finalement à la situation actuelle de cette dépendance énergétique. Exactement. Alors, il va falloir nuancer, voir si on a vraiment perdu en indépendance énergétique ou s'il y a d'autres facteurs qui sont entrés en compte. Mais ce n'est pas un tribunal. L'idée, c'est de faire des propositions. J'allais vous demander justement, il va falloir jouer un petit peu le gendarme finalement? Non, c'est pas l'objet et je vais vous dire, ça servirait pas à grand-chose d'essayer de retracer qui, dans les 30 dernières années, est à l'origine de quelle cause, même si on a quelques idées. Ce qui est intéressant, c'est de faire des propositions. Comment est-ce qu'on fait pour que le temps politique, électoral, quelques années, il soit plus à l'écoute du temps énergétique, quelques dizaines d'années? Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif pour 2030, pour 2050, où on est censé arriver à la neutralité carbone, pour sortir des énergies fossiles? On a eu une audition il y a quelques semaines qui était très intéressante, avec une phrase très marquante d'un historien qui nous a dit « Aujourd'hui, notre décarbonation, c'est ce qui fabrique notre indépendance. Plus on sera capable de fabriquer de l'énergie renouvelable sur notre territoire, plus on sera indépendant du reste du monde. »
On comprend bien. Donc, on rappelle, bien sûr, en direct avec nous sur radiomontblanc.fr, Antoine Armand, le député LREM ou Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, qui est notre invité. Alicia, on va juste marquer une petite pause oblige et on retrouvera monsieur le député juste après. Deuxième partie donc de notre interview de ce lundi matin aux côtés d'Antoine Armand, député, je vous le disais, de Renaissance, de la 2e circonscription de Haute-Savoie. Il représente tout simplement les concitoyens d'Annecy et des Aravis. Il est toujours aux côtés évidemment de la rédaction Radio Mont-Blanc et d'Alicia Casteras. Alors Antoine Armand, on le disait, vous avez donc été élu en octobre dernier rapporteur au sein de la commission d'enquête sur la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Et en fait, dès juillet dernier, c'est-à-dire moins d'un mois après votre élection, vous aviez décidé de vous investir particulièrement sur le projet loi finances 2023 dont on parle beaucoup en ce moment, en vous emparant de cette question de la transition énergétique. Tout spécialement, pourquoi décider de porter ce combat ? Écoutez, la question de la rénovation énergétique, de la transition énergétique est centrale, puisqu'évidemment, si on veut réussir à continuer à vivre, consommer, produire comme on le fait aujourd'hui, sans dégrader l'état de notre planète, en l'améliorant, il faut qu'on trouve des nouvelles technologies, des nouvelles solutions, et il faut qu'on fasse collectivement un effort. Et la rénovation énergétique, c'est d'abord la sobriété, c'est consommer moins pour la même quantité de chauffage, d'isolation, et puis c'est aussi consommer mieux, c'est-à-dire concentrer nos usages sur le plus essentiel tout en faisant vivre l'emploi local. Et est-ce qu'il y a vraiment une notion d'urgence dans cette question de la rénovation énergétique, surtout avec l'actualité que l'on connaît tous en ce moment ? Absolument, parce que finalement, c'est la seule solution pour sortir de la précarité énergétique qu'on connaît. Le gouvernement a mis en place des aides comme le chèque énergie de bouclier tarifaire très fortes pour limiter la hausse de l'énergie. En 2023, nos concitoyens les plus modestes, ils paieront 15% d'augmentation du prix de l'électricité. S'il n'y avait pas eu d'aide, ce serait plutôt 120-130% d'augmentation. Donc ça, c'est très important. Mais la bonne solution, la solution pérenne, c'est celle qui permet de sortir de la précarité énergétique. Meilleure qualité. Et alors, suite à votre consultation citoyenne, Armand, suite à la présentation du rapport pour avis il y a quelques jours, on a appris que vos propositions d'amendement sur la qualité de l'air et la prime à la conversion avaient été adoptées. Ça change quoi et finalement, c'est quoi dans le détail ces propositions que vous aviez faites ? Oui, c'est une source de satisfaction d'avoir été entendu aussi vite après quelques semaines de mandat par le gouvernement. Sur la prime à la conversion, la question, c'est de demander au gouvernement comment est-ce qu'on arrive à la centrer pour qu'elle soit efficace sur les ménages qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, on demande à des concitoyens qui habitent dans des zones où la pollution est importante de changer leur véhicule. On va bientôt mettre en place des zones à faible émission. On connaît bien le concept en Haute-Savoie, mais il faut qu'ils puissent en contrepartie acheter un véhicule électrique. Et aujourd'hui, l'écart entre le premier prix d'un véhicule électrique et l'aide qui est accordée est encore trop faible. Donc, c'est pour que le gouvernement travaille davantage à réfléchir à une solution pour que ces aides augmentent et qu'on puisse s'acheter ou louer quand on n'est pas forcément très aisé un véhicule électrique. Et puis le deuxième amendement, j'y tiens beaucoup puisque c'est sur la qualité de l'air. On est en Haute-Savoie malheureusement très sensible à ce sujet puisque que ce soit dans la vallée de l'Arve ou dans le bassin annécien, on a parmi les taux de pollution aux particules fines les plus élevés de France, même si on a fait beaucoup de progrès. Et donc là, l'idée, c'est de donner à ces associations, vous en parliez tout à l'heure en début de journal, d'Atmo, des associations agréées qualité de l'air, les moyens d'identifier les bons polluants, des nouveaux types de pollution aux particules fines, aux particules émergentes, pour justement être capable de bien mesurer la qualité de l'air et ensuite de prendre les mesures qui s'imposent. Antoine Armand, député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, vous tiendrez votre première réunion publique. Ce sera ce jeudi 24 novembre à la salle Pierre Lamy d'Annecy à 19h. Ce sera donc la toute première réunion publique officielle avec les concitoyens. C'est quoi le programme ? Le programme, c'est un rapide état des lieux de ce que j'ai fait ces derniers mois sur le terrain en Haute-Savoie, sur les dossiers locaux, autres dont on n'a pas parlé ici, mais agriculture, transport, coût de la vie, et puis de répondre tout simplement aux questions, aux préoccupations, aux interpellations des concitoyens. Je crois que c'est le premier devoir d'un député. Merci Antoine Armand, député Renaissance de la 2e circonscription de Haute-Savoie, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci Radio Mont-Blanc. Merci à vous évidemment d'avoir répondu à notre invitation.